La question du jour. Et en écho à ce sujet, on peut se poser une autre question. Comment apprécier le rapatriement des mères djihadistes et de leurs enfants de Syrie ? La France, sous pression d'organisations internationales et des familles, a procédé au rapatriement hier de 15 femmes et de 32 enfants qui étaient détenus dans des camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie. Cela met fin définitivement à la politique du cas par cas. On va analyser la chose avec Xavier de Bonaventure, notre chroniqueur ce matin. Il est chargé d'enseignement en droit public à Paris 2 et consultant. Bonjour Xavier de Bonaventure. Bonjour Louis. Question évidemment complexe parce que c'est une forte séquence émotionnelle aussi. On entend sur des médias concurrents les mères djihadistes, mais on entend aussi les journalistes dire les mamans, les enfants. Il y a un côté affectif très fort qui touche l'opinion. Et en même temps, c'est une question complexe. Comment est-ce que vous l'abordez, vous ? D'abord, vous avez parlé des organisations internationales. En réalité, ce n'est pas tellement sous la pression d'organisations internationales que la France agit. La France a été condamnée par la CEDH. Et, à revoir les dossiers. À revoir les dossiers, exactement. Et la précision est très importante. Et notamment dans deux arrêts récents, un du 14 juillet 2022 et un du 14 septembre 2022. Et cette condamnation découle en réalité de l'article 3 du protocole 4 de la CEDH qui impose de ne pas créer d'apatrides. Et on a fait de cette exigence de non-création d'apatrides découlerait au fond une obligation d'étude non arbitraire de l'ensemble des demandes de rapatriement déposées par des familles de djihadistes revenants, enfin en tout cas voulant être revenants plutôt, ou non arbitraire, ça veut dire global. Global, exactement. Vous avez raison de préciser que on ne peut pas complètement déduire de cet article de la CEDH, et en tout cas c'est pas les prescriptions qui sont actuellement posées par la Cour, une obligation systématique de rapatriement. Mais en revanche, on peut déduire une obligation systématique d'étude des dossiers et de décisions expresses rendues par la France. En d'autres termes, la France n'a plus la possibilité de se taire et elle doit, si elle estime que le rapatriement n'est pas souhaitable, motiver sa décision de non-rapatriement, étant précisé qu'on se heurterait en réalité à l'article que j'évoquais précédemment, si cette décision n'est pas motivée par un critère qui ne serait pas celui de la nationalité. Donc en d'autres termes, ça laisse quand même une marge de manœuvre très faible dans l'application des prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme à la France pour refuser ces rapatriements de mères et d'enfants de djihadistes de Syrie. Exactement. Sous quel motif, en fait, la France pourrait-elle, si la marge de manœuvre est faible, sous quel motif la France pourrait-elle refuser ce rapatriement ? Parce que vous semblez dire que, justement, elle doit motiver déjà sa décision si elle refuse le rapatriement. Ça, c'est ce que lui impose la prescription de la CEDH, c'est ce que vous dites. Ouais. Et au nom de quoi pourrait-elle le refuser ? En réalité, le seul critère qui pourrait justifier le refus, si on se fonde à la fois sur les différentes conventions internationales qu'on a passées et si on se fonde sur les prescriptions de la CEDH, c'est le fait de démontrer qu'il y a une double nationalité et que donc on ne crée pas une situation d'apatridie. Donc ça limite considérablement la marge de manœuvre dès lors qu'on applique ces prescriptions de la Cour européenne de droits de l'homme pour refuser ce rapatriement. Donc en réalité, je crois que la question n'est même pas de savoir s'il faut ou non les rapatrier, enfin n'est même plus de savoir s'il faut ou non les rapatrier. La question est plutôt de savoir comment est-ce qu'on va gérer ces rapatriements, comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces revenants soient aussi des repentis, comment est-ce qu'ils vont être pris en charge à la fois par les services judiciaires, en tout cas lorsqu'il s'agit de mères qui ont choisi d'aller faire le djihad. Oui, c'est du volontariat. Voilà, lorsque c'était du volontariat, parce que la situation des enfants lorsqu'ils sont mineurs est évidemment différente, en tout cas pour les mineurs les plus jeunes. Et comment est-ce que pour les mineurs les plus jeunes, les services d'aide sociale à l'enfance, l'éducation, mais aussi plus largement le placement dans les familles, etc. Le placement dans les familles, et quand même plus largement les services de l'État vont pouvoir assurer un suivi sur le long terme
de ces enfants, et plus largement, ça soulève aussi la question du suivi des djihadistes revenant eux-mêmes, parce qu'en réalité, on a beaucoup de djihadistes qui sont condamnés, parfois lourdement, mais parfois les éléments dont dispose le parquet national antiterroriste ne sont pas suffisants pour que les condamnations soient très lourdes. Et se pose donc la question de leur suivi en réalité sur le long terme, parce que moi je lisais ce matin une interview d'un spécialiste du sujet qui revenait sur cette question des revenants. Et en réalité, vous avez quand même un certain nombre de revenants qui ne se disent absolument pas repentis. Donc et là, ça pose quand même un vrai problème qui va être ensuite celui de savoir comment est-ce qu'on suit sur le long terme, une fois leur peine exécutée, des revenants de Syrie qui n'expriment absolument aucun repentir et qui continuent au fond à avoir des prétentions djihadistes affichées. Xavier de Bonaventure, là, il y a un mot que vous utilisez, hein, le langage quand même parle un peu de lui-même. Quand on entend le mot suivi, on a de quoi se faire peut-être un petit peu du souci, parce que l'État n'est pas un professionnel. On ne peut pas dire que l'État excelle dans le suivi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais excelle dans le suivi judiciaire. Combien d'affaires ont été marquées par une absence de suivi, suivi dans le traitement psychologique, suivi... Au fond, c'est pas les services judiciaires ici qui sont en cause. Mais même les services de l'État en règle générale. En réalité, ce serait plus les services de renseignement. Ah. Et le problème, c'est que poursuivre de façon continue une personne dont on suppose par exemple qu'elle pourrait repasser à l'acte dans le cadre de faits terrorisme, il faut comprendre que la mobilisation en termes de moyens humains est absolument, en tout cas 24 heures sur 24, c'est colossal. Et on a quand même des chiffres qui montrent que même si la menace n'est plus celle de 2015, elle reste assez vive sur ce terrain-là. À titre d'illustration, en 2022, la DGSI a déjoué 71 attentats. Donc ça montre que cette menace reste quand même assez prégnante. Voilà. Ça fait un attentat tous les 3 jours, quasiment. Ça fait un attentat tous les 3 jours. Donc au fond, on marche sur 2 jambes qui sont assez délicates et équilibrées. D'un côté, une justice qui doit rester équitable, qui doit s'assurer que un procès équitable puisse se tenir, que les enquêtes soient menées objectivement, mais de l'autre, la nécessité de ne pas être naïf sur les personnes, sur les dossiers qu'on aura à traiter dans ce cadre-là. Un pays qui, par principe, ne peut pas laisser ses ressortissants n'importe où. C'est-à-dire qu'un État a une responsabilité à l'égard de ses ressortissants. Ça, c'est un point clé de la nationalité. Ouais. Xavier de Bonaventure. Parce qu'il y a des voix qui se sont élevées en disant écoutez, c'est leur choix d'aller en Syrie, qu'ils y restent. On a entendu ça. Hein. C'est leur choix d'aller en Syrie. Ils ont fait le choix même de combattre la France dans une certaine mesure par le biais du terrorisme et par le biais de l'acte terroriste. Qu'avons-nous à les récupérer en quelque sorte? Qu'avons-nous à les considérer dans la communauté nationale dans la mesure où ils ont fait le choix de s'insurger contre elle? En fait, c'est toute la différence entre une justice de guerre et une justice de paix. C'est-à-dire que la question, au fond, non, en réalité, elle se pose en ces termes-là. On n'est pas dans le cadre d'une justice de guerre. En tout cas, on ne considère pas aujourd'hui que cette situation est celle d'une justice de guerre. Dès lors, on doit aux personnes qui sont pourvues de la nationalité française une protection consulaire et on doit leur assurer l'accès à une justice qui soit équitable. Comme n'importe quel autre ressortissant finalement. Comme n'importe quel qui n'aurait pas commis d'actes délictueux. Voilà. Et la justice de guerre? La justice de guerre, c'est enfin, en réalité, j'ai pris volontairement cette image parce que la distinction entre justice de paix et justice de guerre, elle se fait en fonction du contexte. Aujourd'hui, on ne considère pas, on les considère pas dans une situation. Nous sommes en guerre pourtant. Oui, voilà. Entendu. Non, mais il y a un paradoxe, mais on les considère pas dans une situation qui serait celle où ils relèvent prioritairement, où les djihadistes relèvent prioritairement d'une justice de guerre. Merci beaucoup pour ces éclairages. Xavier de Bonaventure, consultant qui enseigne à Paris 2, le droit public chargé d'enseignement. À bientôt Xavier de Bonaventure pour une prochaine question du jour. Merci Louis.